Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time, la deuxième spéciale Euro. On va revenir sur la première journée de cet Euro qui a démarré en fanfare, j'ai envie de dire, avec cette victoire 5-1 de l'Allemagne face à la Hongrie à domicile, et puis qui s'est clôturée avec cette victoire du Portugal dans les dernières minutes, 2-1 face à la République tchèque. Une première journée globalement satisfaisante, en tout cas vous allez me donner votre avis, et justement pour donner leur avis, on a Louis aujourd'hui. Salut Louis. Salut Corentin, salut à vous deux. On a Mathis, salut Mathis. Et on a Valentin, salut Valentin. Salut Corentin, salut tout le monde. Je vais vous poser une première question pour commencer. Que pensez-vous du niveau global de cet Euro ? Louis, je te laisse commencer. Non, moi je suis assez satisfait parce que le niveau de jeu affiché par les équipes est quand même assez bon. Je trouve qu'on s'en plaint un peu trop et franchement faudrait regarder peut-être encore un petit peu les matchs, mais non, franchement je suis assez content. On a eu des belles surprises avec par exemple Roumanie-Ukraine, de bonnes fins de match avec Portugal-République tchèque, donc non, c'est assez sympa pour ce début. Par contre on critique souvent les secondes périodes. Mathis, est-ce que toi tu rejoins ce point de vue, le point de vue de Louis, ou plutôt le point de vue du non, on a eu un début d'Euro assez compliqué? Moi je suis un peu mitigé parce que certes je suis d'accord avec toi sur le côté seconde période où on s'est pas mal ennuyé sur certaines. Maintenant on a eu beaucoup de scénarios surprenants déjà en une seule journée qui nous ont pas mal surpris, où on pensait que le résultat était plié d'avance, et au final on a eu quelques surprises jusqu'à maintenant, et c'est un peu, on va dire, le point fort de cet Euro pour le moment. Et Valentin, 56%, on a fait un sondage, 56% des gens pensent que ce début d'Euro a été plutôt positif en termes de niveau de jeu, 33% sont plutôt mitigés sur la question, et 11% sont plutôt pas d'accord avec ça. Toi Valentin, t'es plus avec les 56%? Ouais, moi je vais aller dans le sens des 56%, on a été vraiment... Enfin moi, pour ma part, j'étais un petit peu surpris du niveau de jeu. On l'avait dit, hein, et on l'avait dit dans l'émission de préparation, un Euro c'est peut-être plus compliqué qu'une Coupe du Monde. Je suis pas le seul à le penser, il y a des joueurs professionnels qui l'ont dit aussi. Mbappé notamment Kylian. Après franchement, voilà, moi j'ai été surpris par le peu de matchs nuls qui ont été, voilà, il y a eu des ambitions dans le jeu, et ça il faut quand même le notifier. Peu d'équipes se sont neutralisées ou ont eu peur d'affronter, voilà, ils ont sorti leurs armes, à l'image de, voilà, même la Suisse, la Hongrie, il y a eu 3-1, Turquie, Géorgie, il y a eu 3-1. Ouais. Roumanie et Ukraine, il y a eu 3-0, on n'en parle plus. Donc non, des bons scores. Et puis à la limite peut-être les grosses équipes qu'on attendait un petit peu plus ronflantes, que ce soit l'Angleterre, la France, le Portugal, qu'on pensait vraiment pouvoir dominer dès leur premier match. Mais bon, c'est que la première journée, il ne faut pas s'inquiéter. Juste avant de revenir sur les résultats, mais est-ce que les résultats sont pas un peu trompeurs, Louis, quand on voit par exemple l'Espagne qui bat la Croatie 3-0, on se dit que peut-être ça reflète pas vraiment le match qu'on a vu, quoi. Non, bah en soi les 3 buts espagnols ils sont mérités, mais par exemple le 0 de la Croatie, je trouve que c'est un peu dommage pour eux. Ils sont vraiment procuré beaucoup plus d'occasions. Même je parle en termes de niveau de jeu. On même s'est pas vraiment régalé, quoi. Oui et non, en fait il faut regarder les matchs, il faut essayer de... par exemple, l'Espagne, moi ce qui m'avait un peu préoccupé, c'était surtout leur pressing, cadrage un peu bizarre sur le porteur du ballon. J'ai l'impression qu'à partir de Rodri, donc le milieu de terrain, ils sont très très hauts, et du coup ça laisse énormément de brèches. Donc, alors oui, c'est peut-être une façon de penser pour se dire on essaye d'avoir très vite le ballon, mais Kramaric par exemple avec la Croatie, il s'est baladé dans cette deux lignes. Donc il y a des bonnes choses, mais faut que les équipes se calibrent encore un petit peu et règlent quelques détails. Et allez, on va y aller sur les résultats détaillés de la première journée. On va parler principalement ce qu'on a qualifié avant l'Euro des grands favoris, même si on va rajouter quand même l'Espagne parmi ces favoris, parce qu'ils nous ont quand même montré quelque chose d'intéressant, on va dire. On va commencer avec Allemagne-Écosse, donc voilà, victoire 5-1 des Allemands. On peut dire que c'était un entraînement dès le match d'ouverture, et le seul but écossais vient d'un contre son camp de Rudiger, donc assez chanceux là-dessus. En ce qui concerne les buts, on a un but de Florian Wirtz qui a ouvert le score, Musiala ensuite, Havertz, Füllkrug et Emre Can. Voilà, Wirtz et Musiala qui ont montré qu'ils étaient un petit peu aussi déjà les tauliers au final de cet effectif à seulement je crois 20 ans ou 21 ans. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, juste pour une stat pour Wirtz et Musiala, l'Allemagne est entrée dans l'histoire de cet Euro, enfin de l'Euro tout court, puisqu'elle est devenue la première équipe à avoir 2 joueurs âgés de moins de 21 ans qui marquent lors d'un même match
à l'Euro. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de n'importe quelle équipe à l'Euro. C'est dire la précocité de cet effectif allemand et aussi la qualité de cet effectif. Et puis, je pourrais aussi parler pour résumer ce match, de Toni Kroos. Que dire de cet homme quand on voit 4 passes clés, 101 passes réussies sur 102, 99% de réussite en termes de passes. C'est du Toni Kroos. C'est toujours aussi du Toni Kroos, quoi. Toni Kroos, mais c'est aussi le pourcentage le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'Euro pour un joueur qui a fait plus de 100 passes. C'est assez exceptionnel. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Est-ce que pour vous, l'Allemagne est plus favori que jamais? Pour revenir à Kroos, il a enfin la lumière qu'il mérite et un petit peu toute cette fame qui vient autour de lui, les gens commencent à comprendre en fait que gagner 6 Ligues des Champions, oui, c'est ça. Avec le Real, c'est pas, et en plus une avec le Bayern. Ouais. Alors je sais plus si je dois être bon dans le calcul. Voilà, c'est 2013, ça. Ouais. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est quand même un élément clé. Et puis surtout dans cette Mannschaft, en fait, il est installé depuis plus de 10 ans maintenant. Et surtout, il est toujours aussi bon, un niveau de performance aussi bon. Et puis surtout, en fait là, il fait, en plus avec les jeunes talents qui arrivent comme Musiala et Wirtz, et comme tu l'as dit, et en fait cette Allemagne qui est chez elle. Est-ce qu'elle prend pas ce fauteuil de leader en fait elle arrive et elle dit je suis un candidat sérieux au titre, c'est chez moi et je laisserai peu d'équipes se mettre en travers de mon chemin. Comme l'équipe de France en 2016 par exemple. Exactement. Qui a réussi à se hisser en finale. On va passer à l'Espagne. L'Espagne-Croatie, t'en as un peu parlé, Louis. Je vais te laisser résumer un petit peu ce match. Ouais, j'en ai un peu parlé ici, j'en ai aussi parlé sur le site internet. Effectivement. Un peu mitigé sur ce match parce que je suis j'ai vu des choses sympas de la part de l'Espagne, de la part de la Croatie, mais moi ce qui m'a surtout frappé, c'est défensivement la Croatie est pas du tout sur ce match. Je vous invite à voir le premier but de Morata. Il arrive dans une zone que normalement aucun joueur ne devrait être libre, c'est la zone 14 qui est vraiment juste aux abords de la surface, et c'est parce que défensivement il y a eu un problème avec Stanisic, il y a une mauvaise organisation, et du coup Soutalo se retrouve avec un Nico Williams sur sa droite qui fait un gros appel en profondeur. Ouais. Et un mauvais alignement aussi de la part de la défense. C'est-à-dire qu'on voit, je crois que c'est Soutalo qui est trop avancé, ou Pongracic, je sais plus, un des deux. C'est moi je parlais de tente Soutalo, de faire leur jeu et au final ça marche pas du tout. C'est ça, ça va être aussi un problème de communication. Par exemple sur le troisième but de Carvajal à la 45e. C'est Maier qui l'a, il est dans son dos, et puis Carvajal se déplace dans le dos de Pongracic qui lui est plus dans une sorte de zone pour défendre le premier poteau. Ouais. Mauvaise communication entre les deux, Carvajal qui voit le ballon arriver, Livakovic qui sort pas, il y a but, et c'est ça le gros problème de la Croatie. Et puis l'Espagne a su en profiter, et pareil pour le but de Ruiz, le deuxième but, ça c'est juste du talent. Donc il n'y a pas vraiment de choses à dire. Donc assez déçu de la part de la Croatie qui a montré de bonnes choses, qui a su tenter des choses, assez déçu qu'elle n'ait pas au moins marqué un but. Et je reste sur ma faim pour l'Espagne parce que malgré les 3 buts, elle n'a pas été vraiment dominante. On parle d'un favori, mais voilà, je reste encore sur ma faim et j'attends les prochains matchs. Justement, je vais vous poser la question, mais avant ça, je vais appuyer ton propos en donnant la statistique. Ils ont eu 46% de possession dans ce match, donc effectivement, ils n'ont pas dominé les Espagnols. Et c'est le premier match de l'Espagne sans avoir la possession depuis, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu la possession. Et encore, c'était un match amical contre l'Allemagne où ils avaient gagné 1-0. Donc depuis 2014. Ils avaient perdu 1-0, pardon. Depuis 2014, ils ont eu la possession à tous leurs matchs. C'est dire aussi que l'Espagne a peut-être changé de tactique, a peut-être changé de niveau de jeu, je ne sais pas. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Louis. C'est les joueurs qui ont changé aussi. Quand il y a enfin un joueur comme Nico Williams qui peut faire des appels en profondeur, ça fait du bien. Ça fait depuis 10 ans qu'on n'avait pas vu un joueur de l'Espagne faire des appels en profondeur. Donc il y a aussi ça, il y a ce renouvellement. Après, ils gardent toujours, bien évidemment, cette envie d'avoir des possessions, d'avoir des joueurs de ballon. Mais moins qu'avant, quand même. C'est ça, exactement. Ils ont mis de l'eau dans leur vin, et puis ça commence à payer, et ils deviennent peut-être aussi plus imprévisibles. Ouais. Mathis, est-ce qu'il faut désormais avoir peur des Espagnols dans cet Euro ? Je pense pas forcément qu'il faut avoir peur, parce que justement, comme on l'a dit, ça n'a pas été le match parfait du côté espagnol. Il y a surtout une énorme déception de la part des Croates, parce qu'on s'attendait à plus d'adversité quand même. Mais malgré tout, malgré les 3 buts, le résultat aurait pu être
totalement différent. Donc, je pense pas qu'il faut avoir peur de l'Espagne. Certes, le score est impressionnant, mais j'ai pas trouvé que le niveau l'était non plus. Et toi, Valentin ? On va voir la suite sur la phase de groupe. Il leur reste l'Italie à jouer. C'est quand même. Et puis après, s'ils en viennent à battre l'Italie, là, on pourra vraiment se dire que l'Espagne. Parce qu'on l'a vu, de toute façon, dans nos braquettes de la semaine dernière. On va se retrouver contre des gros, quoi. Voilà, exactement. C'est, le parcours de l'Espagne n'est pas tranquille et l'issue de ce groupe ne l'est pas non plus. Mathis, tu vas nous parler d'un match très très compliqué pour les Anglais face aux Serbes. Ouais, match assez compliqué pour l'un des favoris de cette compétition quand même. C'est le grand favori. Par les pronostiqueurs. Par les pronostiqueurs, mais même par certaines personnes ici, si je dis pas de bêtises. Les pronostiqueurs. Ouais. Mais du coup, but de Jude Bellingham à la 13e minute sur un centre détourné de Bukayo Saka. La grosse action du match, de la première mi-temps, mais aussi du match. Un but qui fait plaisir pour le joueur du Real Madrid, mais on reste un peu sur notre faim sur l'entièreté du match. La première mi-temps était correcte, on va dire. La seconde était plate. Eh oui. Elle était plate. Quand on voit que sur l'ensemble du match, il y a eu 6 tirs pour la Serbie et 5 pour l'Angleterre, c'est assez décevant de la part d'un favori. Surtout que, en plus de ça, comme on l'a dit, c'est les favoris et ils se sont fait peur à certains moments quand même. Ils étaient proches du match nul. Ils étaient très proches du match nul. Il y a quelques occasions des deux côtés. Donc. Beaucoup de joueurs absents, mais ça on en reviendra plus tard dans l'émission. Mais ouais, beaucoup de joueurs absents, presque transparents. Donc c'est assez décevant de la part d'un favori. Et je vais appuyer ton propos sur les nombres de tirs cadrés, les nombres de tirs tout court de la part des deux équipes. Tu l'as dit, 11 tirs au total si on cumule les deux équipes. Selon Opta, ça n'est jamais arrivé depuis 1980, donc depuis le début qu'Opta analyse les matchs, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. C'est dire le niveau. On n'a jamais eu aussi peu de tirs dans un match. Et puis il faut relativiser aussi parce que souvent, quand on l'a vu de toute façon dans le football moderne, souvent quand on marque très tôt dans un match, après la Serbie baisse un peu les bras, se dit on va essayer de pas se faire dérouler par l'Angleterre. Et donc après, finalement, le jeu se calme. Et après, les équipes se regardent, tentent un petit peu, mais c'est souvent ça. Plus tu marques tôt dans un match, plus après la physionomie du match en prend un coup. Et on a souvent ce genre de match-là un petit peu décevant. Mais ce qui m'a frustré, c'est Southgate. Il a 4 joueurs de grand talent en face, 4 joueurs offensifs d'un niveau excellent, que tout le monde rêverait d'avoir. Mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est ça. Même en fait, Alexander-Arnold dans cette position de numéro 8 qui peut être très intéressante, je ne l'ai pas trouvé super bon ce soir. En fait, je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi eu cette impression, il veut faire du Deschamps, mais il n'a pas l'effectif pour, et c'est hyper frustrant parce qu'il bride ses joueurs en fait. Il y a comme Guardiola, il veut chercher un peu Saka sur un côté, comme Doku, tu vois, collé à la ligne de touche en 1 contre 1. Mais punaise, la seule fois où il y a quelque chose d'intéressant qui se crée à la 13e minute, c'est quand Walker le lance en profondeur. Arrêtez de mettre des ballons dans les pieds, c'est très frustrant. Et si l'Angleterre joue comme ça, pardon, je commence à prendre l'accent. Si l'Angleterre joue comme ça, elle finira pas à gagner cet euro parce qu'elle est trop bridée. Et face à une équipe comme la France, c'est hyper prévisible et ils prendront des buts en contre-attaque. Et une équipe décevante offensivement, Valentin, tu vas nous en parler aussi, qui a eu du mal aussi à combiner, comme l'Angleterre. Je pense que c'est une des meilleures attaques de cet euro, c'est le Portugal face à la République tchèque qui a vraiment été mis en difficulté. Ouais, franchement, un match, on ne l'attendait pas comme ça. Non. En fait, on peut dire qu'on s'est ennuyé, mais en fait, finalement, on a mangé du bon football. Oui, c'était pas mal. Voilà, c'était quand même. En fait, on n'attendait pas la République tchèque à ce niveau-là. Tu nous en avais d'ailleurs dit. Oui, vous avez dit attention, ça reste quand même une équipe expérimentée. Voilà, et finalement, ils ouvrent le score et ils prennent totalement contre-pied cette équipe du Portugal. Voilà, à l'heure de jeu, ils marquent un petit peu à la 66e. Et puis après, le Portugal commence un petit peu à accélérer. Bon, on a vu que Leao était en jambes, même s'il y a cette simulation honteuse de penalty où il prend d'ailleurs jaune. Leao a tenté, il était vraiment dynamique. Moi, j'ai bien aimé son match. Voilà, un petit peu à la Dembélé contre l'Autriche, même s'il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de finalité, mais au moins il tentait, il prenait des fautes, il accélérait le jeu. Et puis l'entrée de Jota.
Très bon. Aussi, très très bon, but refusé. Et surtout, il est là, c'est lui qui fait l'action sur Francisco, pour le but de Francisco Conceição à la 92e. Donc voilà, le Portugal a su revenir. Tant mieux pour eux, parce que honnêtement, tu perds contre la République tchèque en match d'ouverture. Ça fait mal. Hein. C'est compliqué. Après, on a vu que même si ils avaient bien gagné l'Euro 2016, en sortant que des matchs nuls en phase de poule. On est en 3e du groupe. Voilà. Donc voilà, un petit peu décevant. On attendait une armada portugaise franchement au rendez-vous. Elle l'a pas forcément été, même si elle a quand même maîtrisé son match, peut-être avec un peu de peur, un petit peu un peu la pression des favoris du tournoi. Quand on voit à la fin Cristiano qui exulte avec tout le monde, on se dit qu'il y avait énormément de pression aussi derrière cette équipe. Et surtout avoir un résultat pareil, gagner à la 92e, ça peut peut-être donner un petit élan dans le. Et c'est surtout 3 points qu'il faut pas négliger. Mais surtout qu'ils ont carrément l'effectif pour. Quand on regarde l'effectif qui était aligné hier, tu te dis. Tu peux pas ne pas dire que ce n'est pas les favoris, en tout cas sur le papier. Le banc en plus. Sincèrement, c'est impressionnant d'avoir autant de bons joueurs portugais, autant de bons joueurs en forme surtout. Donc c'est vrai que je comprends ta déception avec un effectif aussi gros, quoi. Et puis on en avait déjà parlé, attention à pas tomber dans l'individualisme. Et exactement, et c'est aussi le problème qu'a évoqué Louis tout à l'heure avec les Anglais qui ont beaucoup d'individualité mais pas un très bon collectif. On va passer à notre favori, et là ça nous intéresse forcément beaucoup plus, même vous chers spectateurs, puisque c'est les Bleus qui se sont imposés 1-0 dans un match compliqué mais globalement réussi. Enfin vous allez me dire si c'est réussi ou non. Juste avant ça on va écouter le plus concerné, Didier Deschamps, qui était en conférence de presse après la rencontre et qui nous évoque ses points positifs et négatifs du match. C'est déjà bien de commencer par une victoire face à un adversaire qui a été égal à lui-même, avec beaucoup de qualités athlétiques, mettre l'adversaire sous pression. D'avoir ouvert le score, on aurait pu et dû prendre un avantage aussi. On en a eu l'opportunité, on aurait pu mieux gérer certaines situations en première et en deuxième mi-temps qui auraient pu devenir des occasions aussi. On a été dans le combat aussi et ça c'est quelque chose d'important parce qu'il y a un dénominateur commun sur tous ces matchs et qu'il y a une intensité qui est tellement élevée. Mais on y était là aussi, donc la qualité et le talent, évidemment c'est important, il y en a, mais cette solidarité aussi entre ceux qui ont commencé et ceux qui sont rentrés, faut qu'on garde ça. Bon, clairement, Louis, si on écoute Deschamps, il ne faut pas uniquement retenir la victoire, et je crois que tu es d'accord un peu avec lui. Bah oui, parce que ce serait un peu réducteur de dire qu'on a juste gagné et pris les 3 points. Défensivement, on a fait l'une des meilleures performances du tournoi. On a été très solide, solidaire comme il l'a dit, et c'est très très rassurant pour la suite. Et comme je l'ai dit juste avant, face à des équipes comme l'Angleterre, comme le Portugal, avec énormément de bonnes individualités offensives, on peut les restreindre, on peut les brider, et c'est super pour la suite. Mathis, avant de te donner la parole, je vais juste rebondir avec le sondage qu'on a effectué sur notre compte Instagram hier soir. On a posé la question: êtes-vous satisfait de la victoire des Bleus? Donc là c'est plus, ça rejoint aussi, faut-il uniquement retenir la victoire. 56% de bof, donc moyen, 38% de oui et 8% de non. Donc les Français sont globalement très très mitigés à propos de cette victoire, Mathis. Non, moi après je pense que il faut retenir principalement la victoire. On a quand même remporté le match, on a mis un but, on nous a aidé à mettre un but, on va dire. Très bien provoqué par Kylian Mbappé. Bien évidemment, bien sûr. Aucun but de concédé. On a vu quand même de belles choses. Quand même, il n'y a pas eu que du négatif, notamment dans le milieu de terrain, un sacré N'Golo Kanté. Pareil, ça, on en parlera plus tard. Et puis voilà. Après, le premier match, c'est toujours un match test. Et moi, je suis jamais fan des matchs à l'instar de l'Allemagne où des scores explosifs et tout. Ça veut rien dire pour toi? Ça veut rien dire, et le seul risque, c'est l'excès de confiance. Un match compliqué dès le premier match, pour moi, c'est la meilleure chose parce que ça permet aussi de garder les pieds sur terre et de rester focus sur la compétition. Du coup, pour moi, c'est une bonne chose
parce que déjà on a réussi à remporter le match, on a eu les 3 points, et en plus de cela, il n'y a pas l'excès de confiance du côté des joueurs. Ils savent que ça va être compliqué et c'est dans leur tête maintenant. Valentin, j'aimerais qu'on évoque maintenant un cas particulier, parce que là on parle de la victoire, on parle du positif, mais il y a eu quelque chose d'assez négatif, voire même de grave, la blessure de Kylian Mbappé qui s'est fracturé le nez à la suite d'un contact avec Kevin Danso. Faut-il s'inquiéter pour la suite de la compétition? On sait qu'il sera forfait face aux Pays-Bas, peut-être de retour dans le 3e match de groupe, mais ça risque pas, parce que souvent le 3e match de groupe on fait tourner, donc il serait peut-être là vers les 8e, mais on n'en est pas sûr, ça dépend de sa condition. Ouais, oui, t'as 10 jours de convalescence, je crois. Maintenant, voilà, il va falloir faire un score contre ces Pays-Bas. C'est pas du tout un match qu'il va falloir prendre à la légère. On est dispensé de notre meilleur joueur. Donc si on veut qu'il soit là pour les 8e et qu'on regarde pas le 8e à la maison, il va falloir qu'il soit là. Maintenant, c'est sûr que ça tombe au mauvais moment. Une compétition qu'il adore, qu'il a envie de remporter, et dès le premier match il s'envoie un petit peu gâté, donc un petit peu mitigé, surtout qu'en fait on l'a vu, notre foyer offensif, il est bien amoindri depuis quelques années. On a vu, il y a des joueurs qui sont plus là, il y a des Karim Benzema en moins, il y a du Coman en moins. C'est maintenant peut-être qu'on va être surpris de l'Euro de certains de ces joueurs, comme maintenant ils vont peut-être prendre ses responsabilités, et d'ailleurs peut-être que Deschamps va devoir revoir son système de jeu. Pourquoi pas faire monter un Griezmann un peu plus haut, mettre un peu des électrons libres d'un autre profil sur les côtés. Il va falloir revoir tout ça. C'est vraiment pas une chose qu'il faut prendre à la légère, et que je pense aucun Français prend à la légère. Et surtout, on va voir surtout son retour à la compétition, et tout va se jouer. En fait, on va voir parce qu'il va revenir à la compétition. On sait que il sera disponible à un moment. Maintenant, on va voir s'il sera en état de jouer, et si sa condition physique lui permet. Ça fait un peu comme Antoine Dupont à la Coupe du Monde, je peux le parler au rugby, mais qui s'était fracturé l'orbite, qui avait dû du coup manquer les matchs de groupe, et après était revenu en 8e. Bon, il s'était fait éliminer, mais la dernière fois, j'ai juste une stat à vous donner, après je te donne la parole Mathis, la dernière fois que les Bleus ont dû faire 100 Kylian Mbappé en compétition, que ce soit titulaire ou remplaçant, c'était la finale de 2016 à l'Euro face au Portugal, où il était du coup pas là encore, pas en équipe de France. Sinon à chaque fois il est là, et en tout cas les seules fois où il n'est pas là, où il rentre ou quoi que ce soit, et les Bleus n'arrivent pas à gagner. Soit on fait match nul, soit on perd, donc ça risque d'être compliqué. Mathis? Je suis d'accord sur le point qu'on perd peut-être le meilleur joueur de notre effectif. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur le banc, il y a des joueurs qui attendent de prendre sa place, il y a des joueurs qui ont la niaque, il y a des joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver aussi. Je prends l'exemple de Barcola, qui a tout à prouver dans cette compétition, et qui justement peut prendre ce rôle offensif très important. Mais globalement, la tendance serait plus sur peut-être Marcus Thuram ou Kolo Muani devant. Bien sûr. Maintenant, si on veut prendre un style de jeu qui se rapproche le plus de Kylian Mbappé, je dirais que si tu dois choisir un parmi les 3, c'est plus Barcola qui doit être. Kolo Muani a le plus profil. Après, est-ce que vous avez envie de voir Kolo Muani remplacer Mbappé? Oui, mais est-ce qu'on a envie de voir Barcola tout de suite, aligné titulaire contre les Pays-Bas? Je pense que ça peut être le moment ou jamais. Jean-Claude, tu étais plus d'accord avec Valentin sur ça, sur le fait que Barcola ne doit pas tout de suite être titularisé. Il ne doit pas tout de suite être titularisé. Après, pour moi, il est dans le même profil que Kylian Mbappé. Par contre, je rejoins Mathis là-dessus, mais je ne le vois pas se mettre en pointe, parce que Deschamps va garder ses ailes. Thuram et Dembélé, pour lui, ça a très bien marché, donc il va les garder, mais je pense qu'il va mettre Kolo Muani devant. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui, pour garder son ossature surtout défensive. Il va le mettre devant. Pour lui, ça a marché, les ailes Thuram, Dembélé. Je crois que Mathis t'étais pas forcément convaincu. Non, je suis pas forcément convaincu, mais je pense que comme beaucoup de personnes. Après, on va pas non plus cracher dessus, parce que ça reste quand même un joueur de l'équipe de France, mais il faut quand même reconnaître qu'il a pas fait un match stratosphérique. Tu parles de qui, Marcus Thuram. Et justement, je pense qu'il y a tellement de possibilités offensivement pour tenter de mettre un joueur comme Bradley Barcola. Peut-être Giroud aussi, qui n'a pas encore été évoqué. Qui pourrait jouer ce rôle de neuf, et pourquoi pas mettre un Barcola à gauche. Pour moi, ça serait la meilleure option. Maintenant, on verra ce que Didier Deschamps va prendre comme décision, mais Barcola, je pense que c'est le moment ou jamais pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il
impose un peu son rôle de leader. C'est sûr que maintenant il s'avance un peu plus dans la hiérarchie, voilà, maintenant qu'il y a moins Mbappé, il est plus sujet à rentrer ou alors à prendre une place de titulaire. C'est le moment ou jamais. Ouais, c'est le moment ou jamais, et ce sera peut-être face aux Pays-Bas. Rendez-vous donc vendredi à 21h pour le deuxième match de groupe de ce groupe D, qui va être crucial pour la première place de ce groupe, tout simplement parce que les Pays-Bas pour l'instant sont premiers de ce groupe D, alors qu'on est à la même différence de but, mais comme ils ont joué avant, c'est pour ça. On va passer au top et flop de cette première journée de l'Euro. Valentin, je te laisse commencer avec tes tops. Vous allez me donner à chaque fois une équipe, un joueur, que ce soit pour les tops ou pour les flops. Bah moi je suis parti un petit peu en vadrouille, je suis parti en Roumanie avec Nicolae Stanciu qui a eu son trophée d'homme du match contre l'Ukraine, voilà, qui est un joueur de Damak. En Arabie Saoudite, et surtout qui nous rappelle aux bonnes années de la Roumanie à l'Euro 2016, 2016 où ils avaient quand même proposé du beau jeu. Ils nous avaient ils nous avaient mis à mal dès le match d'ouverture, et avant cette sublime frappe de Payet, mais non, voilà, donc Nicolae Stanciu qui était un petit peu le fer de lance et un peu le milieu organisateur de cette équipe de la Roumanie qui a étrillé l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine un peu déçue, surtout que moi, pour le coup, c'était ma surprise. Voilà, j'avais dit qu'ils avaient et j'ai vu après sur les réseaux sociaux que beaucoup de monde allait dans ce sens-là, parce qu'ils avaient vu l'effectif, ils avaient vu tout. Individuellement, c'était l'une des meilleures équipes potentiellement. En plus, la plupart sortent de saisons pleines, de grosses saisons, donc voilà, un petit peu déçu, surtout que voilà, ça met un petit peu à mal mon talent de pronostiqueur, mais non, très très heureusement, très surpris de cette Roumanie, et puis voilà, finalement on leur souhaite le meilleur pour la suite, et surtout que ça a l'air bien parti. Et les Suisses aussi les Suisses, voilà, c'est mon équipe que je voulais mettre un petit peu en avant, parce que il y a eu un petit peu cette entrée face à la Hongrie, la Hongrie qui était un petit peu une équipe qui était attendue. La Suisse, voilà, on savait, ça fait maintenant quelques années. Voilà. L'expérience a marché pour eux. Exactement, où vraiment ils sont installés. Ils ont sorti la France au dernier Euro, malheureusement pour nous. Mais voilà, donc ils sont installés. On savait que c'était le deuxième favori de ce groupe-là, avec l'Allemagne. Maintenant, voilà, ils ont bien géré contre la Hongrie, qui n'était pas un adversaire facile. 3-1, donc pas mal. Bon, le 3-1 est un peu faussé parce qu'ils marquent leurs buts, les buts à la fin. Mais voilà, finalement, un match un peu serré, mais la Suisse a su confirmer ça et puis contrôler complètement sa rencontre. Mathis, on passe à tes tops, en commençant par ton équipe. Alors, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que la mentalité allemande existe bel et bien. On l'a dit précédemment, 5-1 lors de ce premier match d'ouverture, donc c'est assez surprenant. Or, le score stratosphérique, il y a des stats qui sont quand même pas mal: 20 tirs, dont 10 cadrés, 73% de possession et surtout 5 buteurs différents. C'est régalé. 6. Ah bah c'est... Oui, non mais 5 buteurs allemands, je veux dire. Enfin, si on compte Rudiger, mais bon. C'est régalé, ouais. Mais ouais, sacré match des Allemands. On en attendait pas autant pour un match d'ouverture, et comme tu dis, on s'est régalé. Donc ça a été assez surprenant. Donc maintenant, je suis assez curieux de voir la suite du parcours pour les Allemands, mais assez satisfait. Et pour ton joueur ? Mon joueur, moi j'ai choisi N'Golo Kanté, sans surprise pour beaucoup de personnes, qui a été élu homme du match d'ailleurs, côté français. Donc sacrée performance d'N'Golo Kanté, qui était concrètement partout. Il était partout, N'Golo Kanté. Repli défensif, jeu au pied, tout ce que tu veux. Ça a été concrètement l'homme du match. Alors on sait que, comme on l'a dit, ça a été très compliqué pour la France, et je pense que sans N'Golo Kanté durant ce match, le match n'est pas le même. Surtout que la défense avait beaucoup de mal sur les offensifs autrichiennes. On voyait qu'au niveau de la vitesse, il se faisait facilement prendre. Et justement, Kanté a eu... on se souvient de cette action dans les dernières minutes, je crois que c'était à la 85e, où il vient défendre en faisant une course de 60 mètres. Enfin, c'était exceptionnel. Il a été un joueur clé au final. Non, oui, comme tu dis, ça a été vraiment le joueur clé. Et puis, concrètement... ça se dispute beaucoup dans le milieu de terrain pour savoir qui sera titulaire, et je pense que
en un match, il a assuré sa place de titulaire dans l'effectif. Et puis en plus, j'ai envie de dire, Louis, mais quand on a vu la sélection de Kanté, on se disait, il va arriver comment, avec quel niveau de jeu? On sait que l'Arabie Saoudite, c'est pas non plus le meilleur niveau du monde. Il a été absent du groupe pendant plus d'un an. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, effectivement, il a pas retrouvé l'équipe de France, et en plus de ça, il a 33 ans. On se dit que physiquement, il va pas tenir. Et au final, il a tenu 90 minutes face à l'Autriche. C'est ça c'est exceptionnel. C'est Kanté, hein, franchement. Voilà, on pouvait attendre que ça de lui. Il n'y a que lui qui pouvait, à 33 ans, sortir cette performance à l'Euro, donc c'est rien d'étonnant. Et on va passer du coup à tes tops, Louis, en commençant par l'équipe. Eh ben moi j'ai choisi l'équipe de France parce que je vais le remettre en exergue, mais cette performance défensive m'a vraiment impressionné, m'a vraiment rassuré, et face à une équipe comme l'Allemagne qui a mis 5 buts face à l'Écosse, ça va être bien plus compliqué pour eux, parce que avec leurs préférences offensives, etc., la France peut les contrer. Et voilà, les performances de Thuram, Dembélé sur les côtés. Toi, t'as pas aimé offensivement, mais moi défensivement, j'ai adoré le match de Thuram. J'invite à voir l'article que j'ai fait ce matin, mais c'est vraiment ce qu'a demandé Deschamps. Je les compare un peu à Koké et à Saoul avec Simeone, mais c'est dans le même profil. C'est des joueurs sur le côté qui sont là pour être défensifs, mais là ils sont pas améliorés, mais offensivement ils sont plus forts que Koké et Saoul, parce que du coup ce sont des attaquants. C'est juste que là il faut les laisser le temps de s'habituer à un nouveau poste, à de nouvelles responsabilités. C'est pour ça que sur certaines actions il envoie la balle dans les tribunes, parce que faut faire les retours qu'il fait, hein. C'est le deuxième joueur français à avoir fait le plus de kilomètres après N'Golo Kanté, c'est pas rien. Ça s'est vu en plus. Donc franchement, moi j'aimerais surtout souligner cette performance défensive, la cohérence de Didier Deschamps dans ses choix, qui pour moi me rassure beaucoup et qui me met l'équipe de France en favori pour cette compétition. Après, la cohérence dans les choix de Deschamps, j'ai envie de dire, ces changements sont toujours un peu, j'ai l'impression, tardifs, dans le sens où on voit que certains joueurs sont cramés et qui ne sortent pas. Je pense à Thuram par exemple. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il était vraiment attaché à cet impact offensif, mais peut-être Barcola par exemple n'a pas, défensivement je parle, il n'a pas le même impact que Thuram. Mais moi je parlais surtout cohérence au niveau de la sélection. Là, il a vraiment respecté ses idées, etc. en rappelant Kanté ou autre. Donc je suis encore plus rassuré et je les mets en favori pour moi pour cet Euro. Et ton joueur maintenant qui nous vient des Pays-Bas. Exactement, j'ai pris un futur adversaire de l'équipe de France, j'ai pris Nathan Ake qui m'a vraiment impressionné. Il m'a fait penser un peu à cet Euro à Kiwior et Gvardiol. Ils ont comme point commun de venir un peu de l'école Guardiola avec Arteta, etc. Et là, je les ai trouvés bien, surtout Ake, du coup, je vais reparler de mon joueur. Je l'ai trouvé bien plus offensif. C'est lui qui fait les 2 passes décisives en plus pour Wout-Weghorst et pour Gakpo. On ne sait pas les passes décisives avec une passe, etc. Mais quand même, il a eu cet abattage physique, il a eu cette importance sur son côté gauche, et moi, il m'a vraiment impressionné. Donc, je voulais le mettre en top. Bon, on va rester avec toi Louis pour tes flops maintenant, en commençant par ton équipe qui, toi, t'as fortement déçu. T'avais en top l'Allemagne, moi j'ai en flop l'Écosse. Prendre 5 buts en match d'ouverture, même si c'est l'Allemagne. Ça reste l'Écosse, quoi. On les attendait. On les attendait, ils sont à 4 points derrière l'Espagne sur le groupe de qualification. Ils éliminent la Norvège, de Haute-Garde, Haaland, etc. Là, ils sont complètement passés à côté. Défensivement, il n'y avait pas grand-chose. Offensivement, encore moins. Donc, puis ce rouge bête. Ils sont sortis de leur match. Moi, ils m'ont terriblement déçu. Donc, je les ai mis. Ils le prennent à quoi, 2-0, 3-0 Je sais plus. Je crois juste avant la mi-temps. Juste avant la pause. Donc, c'est inutile. Inutile, et ça montre encore un peu leur inexpérience dans ce genre de compétition. Et puis, ton joueur qui t'a déçu, on va rester du coup avec la France, parce que c'était les Autrichiens cette fois-ci, et un joueur qui t'a fortement déçu et qui est en Ligue 1. C'est ça, c'est Kevin Danso qui, pour moi, on l'attendait avec cette taille de patron. J'ai hésité à mettre Wöber, mais Wöber, il n'a pas la même importance que Danso, il n'a pas les mêmes références, etc. Donc, comme c'est vraiment lui le patron, j'ai préféré mettre Danso, mais avec l'absence d'Alaba, c'était un peu à lui de prendre ce flambeau. Il a montré quand même de belles choses, mais moi je trouve qu'il a un peu raté son match. Il y avait trop d'agressivité. Trop d'agressivité, même sur ses choix de passe, je n'étais pas vraiment convaincu. Donc voilà, pour un peu symboliser l'agressivité autrichienne, puis aussi parce qu'il n'a pas fait un bon match,
je l'ai mis en flop. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais c'est un miracle que l'Autriche s'en est sortie sans prendre de rouge dans ce match. Quand on voit l'agressivité qui a été mise, qu'Mbappé est blessé sur un fait de jeu où Danson n'y peut rien, mais il aurait pu se blesser autrement. Enfin, je veux dire, quand on voit les tacles assassins qui ont été faits notamment à Griezmann, Dembélé aussi, Griezmann qui se mange un panneau publicitaire à cause de Weber. Enfin, là, ça a été un peu trop de la part des Autrichiens. Mathis, tu vas me donner tes flops, avec dans un premier temps ton équipe. Alors pour l'équipe que j'ai choisi la Belgique. Très décevante. Très décevante. Ils ont perdu contre la Slovaquie. Ils ont même pas réussi à trouver le chemin défilé. À 2 fois, 2 buts refusés. Ouais, mais du coup, ils l'ont pas réellement trouvé. Et du coup, je trouve ça assez décevant parce qu'ils sont quand même dans une poule relativement abordable. Cette poule E. On sait que justement, de l'autre côté, il y a la Roumanie qui a été assez impressionnante. Qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de la Belgique. Donc pareil, je reste très curieux de voir cette rencontre. Et puis maintenant, voir la Belgique à cette place de 3e ex-aequo avec l'Ukraine, on s'attendait pas à ça. C'est les favoris de cette poule. C'est le groupe de l'Euro. Mais c'est vraiment... C'est alors que quand on a fait nos pronostics juste avant, on se disait que ça allait être le groupe où c'est classique, Belgique-Ukraine devant et terminé, on n'en parle plus. Enfin, ça allait hyper personne. Là, au final, c'est le groupe que tout le monde attend. Mais au final, c'est toute la poule qui est surprenante. Et puis après, surprenant oui ou non, on sait que la Belgique a beaucoup de problèmes en général dans les compétitions internationales. Donc maintenant, j'ai été très déçu de ce premier match pour la Belgique et j'attends de voir ce qu'ils proposeront face à la Roumanie. On dit qu'ils sont souvent en fin de cycle, mais bon, ça fait depuis 2018 qu'on dit qu'ils sont en fin de cycle et là on voit qu'il y a quand même quelques pépites qui arrivent. Je pense à Doku par exemple, Openda, et au final ça marche toujours pas. De Ketelaar effectivement, mais ça ne marche toujours pas. Et en flop, un petit peu plus surprenant, mais ça résume un petit peu le match des Anglais, je pense. Ouais, comme tu le dis, ça résume le match des Anglais. On a eu beaucoup de transparence dans ce match, notamment de la part d'Harry Kane. Offensivement, l'Angleterre n'a pas répondu et Harry Kane a eu une seule grosse occasion sur une tête. Et puis après, on l'a pas beaucoup vu, je trouve, voire même pas du tout. À la mi-temps, il a touché que 2 ballons dans la première mi-temps. Sacré stat. Et puis, Harry Kane reste quand même un serial buteur. On en attend beaucoup plus d'un joueur comme lui, qu'un buteur comme lui. C'est le patron. C'est un neuf qui a l'habitude d'être impliqué dans le jeu. C'est pas un neuf à la Lewandowski ou à la... j'ai plus d'autres exemples, mais... là, c'est plus à la Benzema. Voilà, c'est quelqu'un qui vient décrocher, on connaît sa qualité de passe, et toucher 2 ballons dès la première mi-temps. Et puis surtout, il n'a pas réussi à se placer dans les moments où il fallait qu'il soit bien placé. Il y a eu quand même beaucoup de débordements sur le côté où il aurait pu mener sur des passes décisives et malheureusement, Harry Kane n'a pas été là au bon moment et c'est pour moi l'un des flops de cette première journée. Valentin, on passe à tes flops et on reste justement dans le groupe de la Belgique. Ouais. Le groupe. Tu veux l'équipe ou le joueur? L'équipe. Non, l'Ukraine un peu déçue parce que en fait, on les attendait pas du tout à un niveau. Alors il y a eu un bon niveau de jeu. Voilà, le 3-0 est un peu corsé parce que finalement, en fait, le match c'était vraiment un match de five, quoi. Ça allait dans tous les sens. Beaucoup de pas d'animosité mais d'activité offensive, voilà, ça allait à gauche à droite de partout, on voyait des trous béants, des contre-attaques dans tous les sens, surtout de plus en plus après l'heure de jeu, voilà, ça s'est vachement accéléré. Ouais, et puis voilà, sur 3 buts de loin, vraiment ils ont fait cette différence. On les attendait pas à ce niveau-là et la Roumanie a surpris cette Ukraine qui était pourtant favorite dans ce match. On va passer au flop, mon flop, mon joueur. Et en Belgique, c'est très On va rester du côté de la Belgique dont Mathis a déjà parlé, mais c'est Kevin De Bruyne. En fait, il reprend le flambeau. C'est lui maintenant C'est le patron maintenant. C'est lui le patron. Eden Hazard est parti. La jeunesse dorée de cette Belgique n'est pas finie. Voilà. On l'a vu, il y a encore un Lukaku qui est en place, qui a mis ses buts hors jeu. Voilà. Moi, s'il faut parler des buts hors jeu, la main de Openda, elle y est pas. Elle y est pas. Elle change pas du tout la trajectoire du ballon. Elle dévie légèrement, mais ça change rien à l'action. Ça change rien. Le ballon, la trajectoire n'est pas du tout changée. On remonte à une action qui est peut-être 30 secondes avant le but. Alors même si ça vient du centre, au bout d'un moment, non. Mais dans tous les cas, Openda l'avait pris de vitesse et le ballon ne changeait pas vraiment de trajectoire par rapport à... Finalement, voilà, et
Non, et de siffler un but à cause de ça. Alors je crois que ils l'ont vu à cause du ballon interconnecté. Oui, c'est ça. Qui a fait comme un échocardiogramme. Voilà, exactement. Dès que ça touche, on voit comme un petit pic. Je suis désolé, mais là, tu refuses un but aussi important parce que tu perds contre la Slovaquie. Après, tu vas jouer la Roumanie et l'Ukraine. Voilà, la Slovaquie, faut pas perdre de points, hein. Faut pas les laisser prendre 3 points non plus parce qu'après, après ça va jouer vraiment sur des détails. Donc très mauvaise entrée pour la Belgique et Kevin De Bruyne n'a pas fait le match qu'il devait faire. On peut penser à Doku aussi qui a beaucoup déçu. Openda franchement c'est démené. L'un des meilleurs. C'est démené pour reprendre le flambeau, mais on l'attendait pas lui. On attendait des joueurs confirmés et donc Kevin De Bruyne, bien que ça me fasse mal en tant que supporter de Manchester City, honnêtement très déçu et il faut vraiment taper sur les joueurs quand il faut le faire. Surtout qu'on en attend beaucoup d'un joueur comme De Bruyne, quoi. C'est comme tu l'as dit précédemment, c'est celui qui doit désormais assumer ce rôle de leader. C'est la dernière chance un petit peu de la Belgique. Oui. Pardon, mais je pense qu'un De Bruyne qui est pas à son plein niveau, la Belgique ne suivra pas. Ouais. Et on passe maintenant au pronostic. Forcément, on va rester sur nos gros favoris du début d'émission. Vous allez me donner le vainqueur dans un premier temps et le score aussi d'Allemagne-Hongrie qui se joue aujourd'hui. Louis, je te laisse commencer. 3-0 Allemagne avec un doublé de Musiala et un but de Kroos. Donc l'Allemagne confirme. Mathis? Moi, victoire de l'Allemagne aussi, doublé de Musiala, 2-0. Ok, et Valentin? Moi 1-0. 1-0 pour l'Allemagne. Ok. Ouais, non. Je ne demande pas forcément les buteurs. Ouais, pour ce qui est le buteur, après je pense que ça peut venir d'un coup de pied arrêté, donc là ça sera. Ok, non, moi je dis buteur. Et moi je dis 2-0 Allemagne, donc je te rejoins aussi Mathis là-dessus. Danemark-Angleterre, un match un peu plus relevé, j'ai envie de dire, Louis. 2-1 pour l'Angleterre. Mathis? 3-0 Angleterre. Je pense qu'il faut qu'il se réveille et ça va être maintenant. Valentin? 3-0 Angleterre, là je pense un match abouti. Je mets aussi 3 buts. 3 buts à 1 pour les Anglais. Le choc, on va dire, enfin le deuxième choc, parce qu'il y en a vraiment deux. Espagne-Italie, jeudi soir. Louis? Victoire de l'Italie 2-0. Oh, ok. Mathis? Match nul, 1 partout. Ouais. Victoire de l'Espagne 1-0. 1 partout aussi, je te rejoins Mathis sur ce Décidément. match. Décidément, effectivement. Et Pays-Bas-France, le deuxième choc de cette deuxième journée. Louis? Compliqué celui-là. 1-1. 1-1? Ouais. Mathis? 2-1 pour la France. Val? Premier 0-0 de la compétition. J'ai hésité aussi. Très très difficile. Ça va être très dur de voir un 0-0 quand même. Tu Pour penses? un choc comme Tu ça. penses Oui, mais justement. Oui, non, mais je veux dire, ça va décevoir quoi. Ouais, bien sûr. Puis moi, je te rejoins encore Mathis. Décidément, j'avais mis aussi 2-1 pour les Bleus. Exprès, Et Turquie-Portugal, on va Vous dire. êtes trompé de fiche là, vous êtes. C'est un des derniers matchs de cette deuxième journée. Turquie-Portugal, Louis. Il fait faux 2. Victoire de la Turquie 2-1. Oh, ça c'est le gros pari là que tu nous fais dans cette deuxième journée. Faut se lancer. Tu sais quoi, je rejoins Louis, j'allais dire 2-1 pour la Turquie aussi. Ok. Décidément. Et je vous rejoins tous les deux parce que 3-0 pour le Portugal. 3-1 pour le Portugal. Ouais, 3-0. Faut pas non plus c'est voir mieux la dans les Turquie trop haute, Trop belle. Trop belle, voilà, effectivement. C'était une bonne émission, mais qui dit émission dit forcément jeu. Et je vous ai concocté un petit jeu, pas piquer des hannetons, j'ai envie de dire, parce que là, on va retourner en 2004, 20 ans en arrière, pour une édition qui a vu comme vainqueur Valentin. Le Portugal. Évidemment, non, c'était la Grèce. La Grèce, grosse surprise de cette compétition, qui a éliminé en quart de finale la France 1-0. Et vous allez me donner la liste des 23 bleus qui étaient sélectionnés pour l'Euro 2004. Alors, je peux en compter jusqu'à 25 parce qu'il y en a un qui était appelé mais qui a été remplacé sur blessure. Valentin, je te... Ok, tu veux faire comment? Tu veux faire un chacun en mort subite, effectivement. Allez, okay. Et tu commences, Valentin, avec un premier joueur. Ok. Celui qui dit une mauvaise réponse est évidemment éliminé. Ok. Allez, 2004. Laurent Blanc. Valentin, c'est une mauvaise réponse, tu es déjà éliminé. Non. Il faut rappeler, je dis juste avant ça, avant que Mathis ne passe, mais on est dans une phase de transition entre mais j'en avais d'autres, j'aurais dû dire les autres. L'équipe de 98, on va dire 98. Est-ce que je peux recommencer? Mathis? Moi, j'ai pas mouillé, Zinedine Zidane. Non, Valentin, tu recommences pas. Non. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est bon. Il était encore là, évidemment. Louis? Thierry Henry, c'est bon. Mathis? Fabien Barthez. Fabien Barthez, c'est bon. Trezeguet. Décidément, vous êtes très bon. Trezeguet, c'est bon. Mathis? De Sailly.
Marcel Desailly, c'est bon. Pires. Oui. Robert Pires, Ouais. c'est bon. Là, ça a commencé à être. Landreau. Là, franchement, vous avez soit bien révisé, soit vous êtes très très bon. Enfin, dans tous les cas, vous êtes très très bon. Michael Landreau, c'est bon. Makelele. Claude Makelele, c'est bon. Il va plus en rester beaucoup là. Coupé. C'était le troisième gardien, effectivement. Grégory Coupé, c'est bon. D'accord. Oui. Olivier Dacour, c'est bon au milieu de terrain. Allez, Mathis, ça Julie. commence à se corser. Alors, Julie n'est pas dans la liste, mais a été appelé à l'origine. Il a participé alors. Il n'a pas participé parce qu'il a eu une blessure et c'est celui-là ok. que je disais tout à l'heure, je le valide parce qu'il était dans la liste normalement des 23 mais il a été remplacé, je dirais pas le nom du remplaçant évidemment, Louis. Benoît Pedretti. Oh oui, Pedretti. Pedretti, oui, Ouais, c'est exact. Et il fallait sortir celui-là quand même. Baptiste, Sidney Govou. Sinégovo, c'est bon. Vous êtes franchement très très fort, il en reste pas beaucoup. L'attaque est très difficile par contre. Michael Sylvestre. Louis, je dois te dire que c'est une mauvaise réponse. Michael Sylvestre n'est pas dans les 23 C'est après sélectionnés. Michael Sylvestre. Après vérification du VAR, effectivement, Louis, c'est une bonne réponse. Michael Sylvestre est bien dans la liste. Donc Mathis, là, ça a commencé à se corser Ça sérieusement. m'arrange pas parce que là, ça commence à être compliqué. Ouais, je vais tenter, mais je pense pas à Lizarazu. Eh ben, Michel Lizarazu, ça je voulais passe. dire. Ça passe. Il était dans les 23. Louis, Défenseur droit, Galas. Oui. William Gallas, c'est bon, ça passe. Décidément, c'est un mano à mano exceptionnel. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire des jeux. Didier Deschamps. Ah, Didier Deschamps, c'est une mauvaise réponse. Eh, c'est dommage. Louis, pour confirmer. Jérôme Roten. Eh ben, Jérôme Roten, c'est une bonne réponse. Louis, tu remportes ce jeu. Très très beau jeu, bravo à vous deux. Merci à tous d'avoir pu débattre dans cette émission pour cette première journée de l'Euro. On se retrouve pour la fin de la deuxième journée aussi en plateau. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour suivre toute l'actualité de l'Euro 2024 et portez-vous bien.